On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher, mais on choisit son programme télé comme chaque dimanche soir, où nous avons rendez-vous avec vous pour vous offrir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle qui aujourd'hui tournera autour de cet objet de désir et de plaisir qui bien sûr est le livre. Vous aurez certainement remarqué, c'est l'une des fondations premières de Culture Club qui trace la dernière ligne droite avant de partir en vacances. Et pour ce numéro de Culture Club, encore une fois, nous recevons les veilleurs d'éclaircies. En premier lieu, comme première escale, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Naïla Sahraoui, bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Votre premier récit a pour titre Dans l'intimité d'une enfant du Bled, où nous visitons réellement une forme de galerie de personnages, de toutes ces femmes, de cette lignée qui est réellement dans la transmission de la mémoire. C'est comme ça qu'on a réellement ressenti votre premier récit. Vous dialoguez avec un personnage central qui est l'Algérie. Vous avez beaucoup de choses à lui dire, comme vous aurez certainement des choses à nous dire ce soir, jusqu'au bout de la nuit. Merci d'accepter notre invitation, Naïla Sahraoui. Nous avons eu également le plaisir de le recevoir, du moins à chaque fois qu'il a été d'actualité. Il s'agit de ce journaliste, de cet écrivain, de ce passionné qui n'est autre que notre ami Abdelkrim Tazarout. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Donc, journaliste, écrivain, vous avez publié énormément de textes et de livres sur le cinéma, le 7e art en général, mais vous avez également consacré des biographies concernant les monstres sacrés de notre musique. On va en citer quelques-uns, bien sûr sur Gerwabi, sur Mohamed El-Ammari, sur Jamal Allam, sur Izri, sur Idir, mais également les femmes n'étaient jamais loin. Elles, bien sûr, les voix algériennes. Mais vous avez, j'ai entendu dire, est-ce vrai, est-ce faux, commis aussi un roman. Il y a de cela des années, presque une vingtaine d'années, c'est bien sûr une épine dans le pied où vous dialoguez encore une fois avec cette Algérie tourmentée des années 90. Vous avez, vous aussi, comme notre première invité, des comptes à régler, bien sûr, à travers une épine dans le pied. Aujourd'hui, si vous êtes de passage sur notre plateau, c'est pour nous parler de ce poète errant, de cet humaniste, de cet anticolonialiste, qui est bien sûr Georges Moustaki, à travers bien sûr la fierté du Méditerranéen. Et puis bien sûr ce qui a le plus attiré notre attention pour la présentation de votre dernier ouvrage, il disait dans une interview d'un journal algérien: j'ai toujours eu l'Algérie au cœur. Son rapport à l'Algérie, son rapport à la Méditerranée, et ce rapport que vous entretenez avec ce poète errant, est-ce le fan, est-ce l'humaniste qui vous a le plus parlé pour commettre ce roman, j'allais dire ce roman, cet ouvrage, parce que vous nous entraînez dans une forme de romance également. Vous faites dialoguer énormément de journalistes, les témoins de leur temps. Moustaki, Georges Moustaki, la fierté du Méditerranéen. Vous aurez certainement remarqué que la poésie porte également cette émission. Je vous parlais de livres, des livres toujours et encore. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui pour notre viatique de la nuit Khaled Mouaki ou Slamika. Comment vous aimeriez qu'on vous présente Khaled Slamika? Déjà, bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau depuis 2013. Exactement. Vous avez été élu comme précurseur du slam en Algérie. Vous avez énormément dialogué avec tous les arts, le cinéma, le théâtre, ce qui a le plus intéressé le grand curieux que je suis, c'est le théâtre, à travers des adaptations ou des réadaptations de Antigone, mais également de Soliloque. Mais vous avez également beaucoup écrit pour les chanteurs, pour les groupes, entre autres de celui que nous avons eu le plaisir. Il s'agit bien sûr de Nassim Djazma. Washilikan. Exactement. Vous aussi, vous aurez bien sûr des choses à nous dire, Khaled Slamika. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et puis, comme dirait un publicitaire, vous ne viendrez plus jamais chez nous par hasard. Si nous avons réuni tous ces agitateurs, ces intranquilles de la culture, c'est parce qu'il y a également ce qu'on appelle un fil rouge. Voilà, un esprit qui aujourd'hui rôde dans les studios de Canal Algérie en général et de Culture Club en particulier. La poésie, toujours et encore, elle aussi, dialogue avec les éléments. Il s'agit de notre quatrième et dernière invitée, Yasmine Madawi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Un plaisir pour moi. Une double actualité, j'allais pratiquement dire. Stylo et pinceau, mais également elle, entre colère et passion. Est-ce que la poésie a réellement ce pouvoir de penser les plaies et d'emprunter, j'allais pratiquement dire, un long fleuve tranquille? J'ai très sérieusement des doutes quand on vous lit, bien sûr, entre, je vous rappelle, en colère et passion. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a réellement conduit à commettre ce deuxième recueil de poésie? Et surtout, pourquoi ce dialogue permanent avec les éléments, cela dit en passant,
Et La surtout, transmission. la transmission. C'est la transmission et de mon enfant intérieur, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai ressenti pendant toute mon enfance, mon adolescence, mes études algériennes. On va dire que c'est quoi, une psychanalyse de groupe que nous provoquerons ce soir? Allons-y. Allons-y, ça commence de suite. Et je peux vous faire même une confidence, en pratiquement 36 ans de carrière, je n'ai jamais commencé, ou du moins présenté, un ouvrage, un livre, un récit, en commençant par la dernière page. Ça va être une première en ce qui vous concerne, Neila Sahraoui, et vous allez savoir pour quelle raison. Alors justement, je prends votre dernière page, je le rappelle, votre récit, dans l'intimité d'une enfant du bled. C'est la raison pour laquelle je vous parlais d'une psychanalyse de groupe aujourd'hui sur le plateau de Culture Club. Vous écrivez à la 131e page, alors, avant les mots, il y a les présences, celles qui veillent, celles qui portent, celles qui réparent en silence. Alors, justement, pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que dans cet ouvrage, ce premier récit, nous sommes réellement dans le récit de la résilience? C'est vachement intéressant. Je ne sais pas si je dois vous répondre oui ou non, pour le coup. J'ai envie de dire oui parce que les circonstances qui ont fait que ce récit est né étaient des circonstances où la Neila, à l'époque, avait besoin de dire. De dire et aussi, je pense, de se battre un peu contre un peu un dialogue intérieur qui était trop fort parce que moi, du coup, c'est né de l'exil. Donc moi, je faisais des études en France à l'époque. C'est le cri de tous les exils. Exactement. D'abord, on est dans une forme, excusez-moi de vous interrompre, nous sommes dans un double exil, l'exil intérieur et l'exil géographique. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'idée est partie de l'exil géographique puisque c'était la situation dans laquelle j'étais. Et ça s'appelle d'ailleurs Dans l'intimité d'une enfant du bled parce que c'est mon journal intime, littéralement, des années et des années d'écriture. Et puis un jour, c'est le journal intime d'une femme insomniaque. Exactement, tout à fait. Oui. Et je me suis réveillée un jour, je me suis dit, tiens, c'est une histoire en fait, c'est une histoire entière. Et donc, j'avais besoin de me raccrocher à une culture, à une éducation, à des personnages de ma vie qui, je pense, sont des puzzles un peu de mon identité. Et je ne savais plus trop qui j'étais parce que je suis partie très jeune et la France, pour moi, c'était le début de plein de choses différentes, plein de cultures différentes, etc. Donc j'avais besoin de me rappeler ce que c'était qu'être une femme algérienne. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Et après, 5 ans après... Vous dites que l'exil est brutal, silencieux et surtout un exil déroutant. L'écriture vous a réellement permis de ne jamais couper le cordon ombilical et de vous rattacher à ses racines. Ah oui, oui. Alors moi, du coup, j'ai une maman qui est prof de lettres. J'en profite pour lui faire un petit coucou. Et qui, du coup, a très tôt commencé à nous entraîner à l'écriture et à la lecture. Et donc, d'ailleurs, elle est un personnage très important dans cette histoire. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours écrit, toujours lu. Ça a toujours été un exutoire, ça a toujours été une forme d'expression. Et en fait, là, particulièrement, c'est une forme de reconnaissance de soi. En écrivant, on exorcise quelque chose et en se relisant... surtout dans ce qu'on appelle la quête mémorielle. Tout à fait, tout à fait. Et en se relisant, on se rend compte qu'en fait, c'est nous, dans le papier, dans l'histoire. Et d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, le personnage fait un monologue intérieur. Il n'y a aucun dialogue dans mon récit. Je n'ai pas dit monologue, j'ai presque dit musée intérieur. Non, mais c'est un monologue intérieur, pour Exactement. le coup, où le personnage et le protagoniste parle qu'à lui-même. Et donc, en fait, c'est ça, c'est ma manière à moi d'exorciser tous les sentiments énormes qu'on rencontre quand on est une adolescente qui quitte tout pour un Eldorado promis. Et voilà, ça se passe jamais comme prévu. Hein, Seriez-vous réellement ce qu'on appelle dans une forme de huis clos intérieur? Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes à l'intérieur de mon cerveau tout le long. Et c'est un cerveau très particulier, très créatif, qui invente pas mal de choses assez alambiquées. Mais oui, vous êtes à l'intérieur de mon cerveau, vous êtes à l'intérieur de mon âme, de tout ce que je ressens et brutalement mis sur le papier. Donc oui, c'est un récit à huis clos. Il y a aussi ce rapport à l'Algérie. Vous parlez le personnage central, ou du moins la fondation, l'ossature de ce récit dans l'intimité d'une enfant du bled. Pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, vous réglez vos comptes, nous sommes dans les relations passionnelles, avec l'Algérie. Voulu parler cette Algérie. C'est une longue lettre à votre Algérie. Exact, exact. Alors la lettre qui est en avant-propos, du coup, où j'interpelle directement l'Algérie, c'est une lettre que j'ai rédigée en 2020 lorsque la Kabylie a souffert de feux, de forêts et a été ravagée par les feux. Et en fait, je trouvais que
Entre ce qui se passait réellement et ce sur quoi les gens s'attardaient, il y avait un monde. C'est-à-dire que c'est parti sur un truc ultra politique où les gens un peu faisaient preuve d'énormément de haine les uns envers les autres. C'était un règlement de compte pour le coup interne. Et donc moi, j'avais cette rage de me dire, mais attendez, mais c'est un incendie, tout brûle, et au lieu d'unir nos forces pour essayer de remonter la pente, on est en train de s'entretuer entre nous. Les réseaux sociaux n'ont rien arrangé à l'affaire. Exactement. Du coup, c'est une lettre que j'ai postée sur Facebook en 2020 et qui, par la suite, avec les retours super que j'ai eus, vraiment incroyables, les gens m'ont soutenue. Du coup, je me suis dit, ok, let's go, on va écrire toute une histoire. Mais ce qui est également intéressant dans votre récit, c'est le jeu. Mais le jeu est collectif. Hein. Tout à fait. Le jeu est collectif. Vous écrivez, donc dans l'avant-propos, vous écrivez, donc longue lettre à l'Algérie, je le rappelle encore une fois, lettre à toi, à nous, chère Algérie. Il me vient à l'esprit pour commencer cette lettre 1 milliard de mots trop compliqués qui veulent en dire beaucoup, comme pour rattraper le silence de ma plume depuis toutes ces années. La vérité, c'est que je ne sais pas comment te parler, je ne sais pas quoi te dire. Tu m'as vu naître, mais tu ne me connais pas très bien. Pas du tout. Alors je pense que le plus sage serait de te raconter comment tout a commencé. Donc je reviens à ce jeu, je reviens à ce collectif. Nous sommes réellement dans une forme de survivance de l'exil et de la solitude. Oui. Tout à fait. Moi, j'ai grandi dans une très grande famille. Hein. Je pense que beaucoup d'Algériens peuvent s'identifier à cette histoire-là. J'ai grandi avec mes grands-parents, mes tantes, mes cousins, mes cousines, etc. Et donc, du jour au lendemain, plus rien. Toute seule dans un 20 mètres carrés, tout à apprendre. La grisaille, la pluie, exactement. la froideur le choc, parisienne. Vraiment, le choc culturel. On connaît que trop bien. Vraiment. Et donc, tout à fait. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, du jour au lendemain. Les éléments se sont légués contre elle. Exactement. Alors que j'avais toujours été soutenue particulièrement par les femmes de ma famille qui sont toutes extraordinaires les unes comme les autres. Et du coup, du jour au lendemain, il faut apprendre à tout faire seul, il faut apprendre à grandir, il faut apprendre à être une adulte, il faut apprendre à prendre soin de soi. Et en fait, j'y arrivais pas. Seule, j'y arrivais pas. Et donc, le seul moyen pour moi de faire, c'était de créer le musée intérieur, qui est, je pense, un vrai mécanisme de défense qui s'est un peu activé à ce moment-là, où je me suis dit, ok, je vais me renfermer dans mes souvenirs et à chaque fois que ça va me manquer, je vais avoir cet espace un peu virtuel où je vais pouvoir retrouver l'odeur du bled et d'ailleurs beaucoup de mots un peu de chez nous, le qahwa, le fenjel, le khfef. C'est des trucs un peu trivial qui nous reviennent à ce moment-là. On a envie de choses basiques, on n'a pas envie de... C'est pas l'Algérie en tant que telle qui nous manque, c'est les bisous de ta grand-mère, c'est le café à la fin de la journée, c'est les odeurs, la cuisine. Mais est-ce que vous avez enfin, après cet exil, je le disais au sommaire de l'émission intérieure, mais également géographique, est-ce que vous avez réellement trouvé une réponse à vos exils? Parce qu'à un moment donné, vous écrivez, hein, et on est dans un double exil, je le disais au sommaire de l'émission, vous écrivez « Ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi je suis parti, pourquoi je t'ai quitté, si je n'ai que des rires à te raconter. Et maintenant que j'y réfléchis, je ne connais pas la réponse à ta question. Ou alors, je ne sais pas très bien si je ne sais pas très bien si je dois admettre ma réponse. Je pense que je suis parti parce que j'avais peur de ne jamais pouvoir. C'est ce qui met justement une femme à genoux. Tu sais, on revient encore une fois à cette quête et un peu plus loin vous écrivez, mais avant ça il fallait que toi et moi on fasse la paix. Et retiens bien ce mot mon Algérie, parce que ce soir, à coups violents de ma plume, toi et moi on fait la paix. La paix a-t-elle été enfin possible ? Je pense que je ne serais pas sur ce plateau si ce n'était pas le cas. Oui, je pense que oui. Après, cette histoire, j'espère et j'imagine que c'est le début d'une longue série d'histoires où je vais continuer à raconter la paix que j'ai faite, mais que j'ai retrouvée. Mais oui, je pense que j'ai réussi à faire la paix. Moi, j'ai beaucoup... Avec le recul, quand on est loin, on voit que les belles choses, c'est vrai. Et après, on oublie pourquoi on est parti. Du coup, parce que tout nous manque, même les choses pas belles, on les voit belles. Et après, c'est vrai qu'il y a un constat à faire qui est que voilà, moi j'avais besoin d'opportunités à ce moment-là de faire des études, etc. Donc je suis partie pour ça. Et je lui en ai longtemps voulu à l'Algérie, de m'avoir laissé partir, de ne pas avoir pu me... Vous retenir. Oui, voilà, me retenir et me fournir un peu ce dont j'avais besoin aussi pour aujourd'hui
26 ans plus tard, devenir écrivain, etc. Et donc, c'est vrai que ça a longtemps été un conflit d'une adolescente en colère. Mais aujourd'hui, je pense que j'aurais pas été la moitié de la plume que vous avez lue si j'avais pas eu les opportunités que j'ai eues, si j'avais pas eu besoin de partir, si j'avais pas eu aussi besoin de revenir. Et donc en fait, j'ai accepté cette vie un peu nomade, d'aller où ma plume me mène et d'aller où ma vie a besoin de me mener. Mais l'Algérie, c'est l'encre, quoi. Donc on y revient toujours, on est obligé de faire la paix. C'est entre nous et nous-mêmes, en fait. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est un peu le récit de la transmission d'une longue lignée, très souvent féminine? Tout à fait. Alors, moi je suis une femme, donc forcément j'avais envie de faire une ode aux femmes et à toute l'importance de la transmission féminine en Algérie, mais il y a aussi des personnages masculins qui sont très très importants. Je pense notamment à mon Il y a une papy. prédominance de femmes. C'est vrai, mais après, Ouais. voilà, je parle de choses auxquelles je m'identifie évidemment plus, mais très particulièrement, je pense à mon papy qui est joueur de foot, qui a joué dans l'équipe du FLN pendant des années et qui, je pense, est la personne qui nous a formés à cet amour du pays. Pour lui, c'était très important de tout plaquer quand le pays en a besoin. Alors, en a besoin, on parle, à l'époque c'était la guerre, donc forcément c'était un besoin un peu viscéral de sauver sa patrie, mais l'Algérie a besoin de nous de plein de manières différentes. Même à distance. Exactement, même à distance. Et donc du coup, oui, il y a énormément de personnages féminins, mais il y a aussi énormément de personnages masculins. Et je pense que c'est un récit d'héritage, c'est un récit de transmission, que la On morale de revient à la l'histoire... quête mémorielle. Tout à fait. Que la morale de l'histoire, c'est de se rapprocher de ses racines pour se redécouvrir, en fait. Parce que nous, on commence quelque part et puis après, on s'éparpille un peu partout, on vit la vie qu'on doit vivre. Et souvent, on a un constat, alors on peut l'avoir à 20 ans, comme on peut l'avoir à 40, comme on peut l'avoir plus tard, où on se dit, attends, mais en fait, qui je suis? Et à ce moment-là, on a tendance à aller chercher encore plus loin que les racines pour se redécouvrir, alors que tout est à la maison. Il y a En tout cas, surtout, pour moi, il y a tout est à la surtout maison. Lila, il y a Wardiya, il y a Dahbiya, mais à laquelle vous vous identifiez le plus dans cette galerie et dans ce musée intérieur? Alors, dans cette partie particulièrement, je pense qu'entre Lila et Dahbiya, Vous dites, j'ai toujours cru que les souvenirs se présentaient à nous comme des évidences. Mais plus j'avance dans cette galerie, plus je réalise qu'ils se laissent convoquer comme des esprits, seulement si l'on sait les appeler par leur nom. Et j'ai l'impression de revoir un film, je ne sais pas, vous qui êtes également dans le monde des images, un film qui est une pièce maîtresse du cinéma universel, c'est La Maison aux Esprits. d'accord, je connais très bien. Je vois exactement de quoi vous parlez. Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'est une inspiration inconsciente, mais je vois exactement ce dont vous parlez. C'est à peu près aussi l'atmosphère que je voulais mettre. En fait, le personnage, du coup, marche dans un musée. Hein, donc, voilà, sans trop en dire, pour laisser les lecteurs le Tout à découvrir fait. aussi. À pousser les portes de leur libraire. Tout à fait. Et donc, du coup, bah, forcément, je marche à travers des allées. Le personnage marche à travers des allées et un peu est en conflit avec lui-même. Elle ne sait pas trop si elle veut ou si elle ne veut pas aller dans l'allée particulièrement des femmes et quel portrait va apparaître devant elle. Et j'ai choisi spécifiquement les portraits de Wardiya, Lila, Dahbiya et Karima, qui sont les 4 femmes qui apparaissent, qui sont mes tantes. Et les tantes de ma mère aussi, qui ont des formes de féminité qui sont complètement différentes. Donc, sans trop en dire sur les personnages, c'est des femmes qui sont aux antipodes les unes des autres et qui toutes présentent une féminité ou une définition de la féminité qui est complètement différente. Et en fait, moi, on m'a toujours dit, une femme... Elles ne sont pas des femmes, elles le sont devenues. Hein. Voilà, et après, nous, on m'a toujours dit, une femme, ça doit être féminin, ça doit être élégant, ça doit être bien mise, ça doit parler doucement, ça doit se tenir droite, etc. Et donc, il y avait toute une liste de règles à suivre, un peu un tutoriel de comment être la femme parfaite. Et au bout d'un moment, en fait, je mets devant moi toutes ces femmes et je me dis, il n'y en a aucune qui ressemble à l'autre. Et pourtant, c'est bien toutes des femmes et elles ont bien toute une féminité qui est magnifique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je cite ces personnages-là, pour dire que la féminité, elle est plurielle, qu'elle n'a absolument aucun tutoriel, aucune règle, aucun code, aucune définition, qu'on peut être la femme qu'on veut. Et moi, d'ailleurs, j'arrive à la conclusion à la fin de ce chapitre que peut-être que je suis toutes ces femmes, peut-être que je suis aucune d'entre elles, peut-être que je suis profondément inspirée d'elles, peut-être que je suis le produit de quelque chose de nouveau. Et donc,
je vous dis, cette problématique, elle va continuer d'exister dans mon écriture. J'ai pas la réponse définitive, mais en tout cas, Et c'est à un l'idée moment donné, derrière. vous nous parlez de cette identité suspendue entre deux rives. Je disais au sommaire de l'émission que vous étiez on était du moins dans cette quête mémorielle, mais également cette quête du sens. C'est ce qu'on retrouve à la page 37. Vous pouvez bien sûr contredire l'animateur. Je le dis très très souvent, c'est l'une des rares émissions où on n'est jamais d'accord avec l'animateur. C'est la raison pour laquelle on arrive réellement à débattre autour des œuvres et de sujets parfois brûlants. Vous dites, je me sens moi aussi parfois à la croisée des chemins. Je pense à ces moments où je me suis confronté à des choix, où j'ai voulu correspondre à l'image de la femme idéale, c'est ce que vous disiez à l'instant, ou celle que l'on m'a construite. Mais à chaque fois, je m'éloigne un peu de cette image. Je suis en train de comprendre qu'être femme, ce n'est pas atteindre une forme parfaite, mais s'accepter dans l'imperfection. Que ma féminité, elle aussi, se nourrit de mes contradictions. C'est dans cet espace flou où je me cherche encore que je trouve un peu de sens. Ce n'est pas un sens absolu, mais un sens qui m'est propre. Comme un puzzle, chaque portrait ajouté, chaque moment vécu m'amène un peu plus près de cette pièce manquante, celle qui me permettra enfin de dénouer une partie de mon identité. Tout à fait. Je ne peux pas vous contredire, j'aime beaucoup vos citations, c'est la bonne partie. Oui, c'est la bonne partie qu'il fallait citer pour du coup. Non, parce que ici, on a souvent, du moins les animateurs ont la mauvaise réputation de ne jamais lire les livres, pour vous dire. Hein. Voilà. Là, je peux voir, de par les cornures de la page, je suis certaine que vous l'avez lu. On va dire à bon entendeur. Dites-moi, donc du coup... Alors, on revient donc à la quête de l'identité, à la quête du sens aujourd'hui. C'est un ouvrage, un livre, dans l'intimité, je le rappelle, d'un enfant du bled, qui vous a réellement apaisé. Oui. Ah oui, c'était thérapeutique. En fait, tout le processus a été fait un peu contre mon gré, il faut savoir. Parce que je vous dis, moi j'écris depuis que je suis toute petite, et j'ai jamais écrit pour personne. J'ai toujours écrit pour moi, j'ai toujours écrit comme un exutoire en fait. Et ma mère, encore une fois, qui est prof de lettres, m'a toujours dit mais c'est impossible d'avoir une plume comme la tienne et de pas essayer d'en faire quelque chose. Donc j'écris un peu des bribes à droite à gauche, jamais un récit. Et quand j'ai finalement, vraiment après des années et des années de elle derrière moi qui me dit allez, allez, quand j'ai finalement sorti pondu ces 135 pages, et ben c'est aussi elle qui m'a forcé à emmener le manuscrit dans des maisons d'édition pour essayer d'en faire une histoire publiée. Et en fait, le moment où j'ai eu le message, ok, c'est ok, on va sortir le livre, j'ai eu comme un choc où je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à l'intérieur qui est guéri. Mais oui, parce qu'en fait, attendez, il y a quelqu'un qui veut entendre ce que j'ai à dire, il y a quelqu'un qui veut écouter mon histoire. Et enfin, on ne l'a pas dit, mais tous les personnages du roman sont des gens réels qui ont existé, des personnages de ma vie, de ma famille. Et donc je me suis dit... Kazarout nous disait avant le début de l'enregistrement de l'émission, nous sommes dans la fiction. Je dis, ah ben non, détrompez-vous, ça n'est réellement pas la fiction là. Hein. Alors c'est la fiction dans ma tête, parce que c'est un peu bizarre d'inventer un musée intérieur, une galerie à l'intérieur de son cerveau, mais tous les personnages sont des vrais personnages qui ont existé, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter. Et en fait, j'ai eu le choc, comme je vous disais, de quelqu'un veut lire cette histoire, quelqu'un veut savoir qui je suis et qui sont toutes ces personnes qui sont importantes que pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais donner le manuscrit à ma famille, ils vont lire, ils vont être contents d'entendre parler d'eux un petit peu. Mais non, quelqu'un voulait lire mon histoire et après, là, vous aussi, vous avez voulu la lire, vous l'avez Avec lu. délectation, je peux vous dire, et merci, surtout qu'il y a un dialogue entre vous, donc votre livre, dans l'intimité d'une enfant du bled, mais également celui de Yasmine Madawi, à qui nous allons donner la parole dans quelques instants, à travers stylo et pinceau. Et vous êtes aussi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Yasmine Madawi est en dialogue permanent avec les éléments et avec la peinture. Vous me regardez d'une drôle de façon, Yasmine Madawi. Je ne sais pas pour quelle raison. Je me dis, qu'est-ce qui va sortir? Non, vous n'en faites pas des choses de son chapeau. Et donc, vous dialoguez donc justement souvent avec les éléments dans votre ouvrage. Vous écrivez à la 51e page, je me souviens de ce voyage lointain qui me semble presque irréel aujourd'hui. J'avais 14 ans, une adolescente, sans encore comprendre ce que je cherchais, mais le désert me parlait déjà. Je me rappelle Adra, la chaleur intense, les dunes qui se dessinent et se dérobent, ces couleurs brûlantes qui s'étendent sans fin sous un ciel éclatant de lumière. Et là, Jamel Selka, un homme aux yeux sages, m'accueillait dans ce monde. Il me guidait à travers ce paysage silencieux, ce lieu où le sable n'est pas seulement du sable, mais un témoin de l'histoire et de la vie, un monde où le temps semble suspendu.
C'est bien écrit. Ah, Ouais, c'est gentil, tout merci à fait. beaucoup. Je suis très contente qu'on arrive à cette partie du récit. Alors moi, je suis une enfant un peu sauvage de la nature. J'ai grandi avec l'amour du cheval depuis que je suis toute petite. Donc moi, je fais de l'équitation aussi loin que je me rappelle. Je pense avant de marcher, j'étais à cheval. Et c'est la partie un peu la plus importante de tout cet aspect thérapeutique de l'écriture, où j'avais besoin de dire au monde d'aller toucher de l'herbe, de voyager, de voir le pays, de monter à cheval, d'avoir des animaux, d'élever des chiens, des chats. C'était très important pour moi parce que moi, ça m'a beaucoup aidée. J'étais une adolescente très en colère. Toujours en conflit. Mais on le avec, sent dès les premières oui, pages. voilà, hein. j'étais très en colère, Ah mais oui. je pense que c'était plus par incompréhension du monde. Et c'est ce qu'on appelle par les relations passionnelles. hein. Oui, alors voilà, c'est peut-être aussi ça, je suis très Je émotive. t'aime et je te déteste, je Exactement. t'enlace. Un et peu je te toxique rejette. sur les bords, un peu toxique, j'avoue, mais c'est toujours très émotive, toujours très en colère, toujours dans le conflit, et avec le recul, sans aucune raison valable, parce que j'ai grandi vraiment comme une petite princesse. Donc aucune raison d'être en colère en soi, a priori. Et en fait, l'équitation, le cheval, la montagne, la mer, le désert, ça a toujours été le seul endroit où j'avais pas besoin d'être en colère. Et j'étais toujours comprise. Et donc, j'avais pas besoin de faire d'efforts pour expliquer aux gens qui j'étais, pour expliquer aux gens pourquoi j'étais comme j'étais. Le cheval, on n'a pas besoin de lui parler, il comprend tout de suite. Exactement. Et même scientifiquement, hein, c'est des animaux extraordinaires. Très intelligents. Et tout à fait. Et donc voilà, et donc c'était super important que le milieu du roman ne parle que de ça. Que de nature, que de voyage, que de... Voilà. Mais il y a également ce rapport presque filmique hein, Oui. à la ville, à Alger en l'occurrence. C'est vrai. hein. Vous À l'urbain. écrivez, oui, j'ai l'impression, ça va peut-être certainement parler avec Clint Tazarout, lui qui a commis je ne sais combien d'ouvrages sur le cinéma. Là, je reviens vers une des pièces maîtresses du cinéma algérien de Balzac Aloueche, à savoir Omar Gatlatou. Et vous écrivez, pourquoi je vous parle d'Omar Gatlatou? Parce que vous écrivez à la page 73, alors justement, vous dites à l'endroit dans un tableau. On revient encore une fois au tableau et surtout à ce musée intérieur. Vous écrivez un cri de mouette trop bas, fondu par un vent lourd, un changaille bleu, lavé 100 fois, pendu à un balcon tordu qui sèche dans l'ombre tiède d'un citronnier. Une tranche de qalbellouz posée à même le trottoir, couverte d'un sac plastique contre les mouches. Une radio grésille du Guelwabi dans une voiture arrêtée au feu et derrière le klaxon impatient d'un taxi, puis un second, puis bien sûr un concert. Vous dialoguez aussi avec la ville, avec Alger en fin de compte. Oui. C'est très citadin comme image. C'est trop important. En fait, moi, je suis née, j'ai grandi à la Casbah. J'ai grandi avec une éducation à voir le beau dans le moche, dans l'imparfait. Pour moi, une tranche de qalbellouz posée sur le sol, elle mérite une phrase dans une histoire. Et en fait, moi, j'ai très vite compris que toute une cacophonie, tout un chaos, souvent, c'est très homogène. Moi, souvent, quand je marche dans Alger Centre, il y a rien qui va avec rien. Mais ensemble, et je pense que c'est aussi un peu par nostalgie hein, d'y avoir grandi, tous ces petits éléments-là, exactement, forment un tableau qui est magnifique. Et en fait, moi, je me suis dit à un moment donné, peindre Alger lisse, ce serait mentir déjà, et ce serait aussi lui enlever l'essence un peu de la colère de cette jeunesse. Et vous n'auriez pas été sur ce plateau, je vous le dis. Ok, hein. parfait. Donc Voilà. je suis très contente d'avoir peint Alger tel quel en fait. J'avais besoin Vous de... ne l'avez pas de magnifié, dire... vous ne Non, l'avez pas tout à fait. J'avais fantasmé. besoin de- hein. Exactement, j'avais besoin de la dire exactement comme je la voyais. Et moi je fais très attention aux détails. Et j'aime bien les longues descriptions. Et oui, voilà, c'était très important de capturer la beauté dans le réel. Et je pense que la poésie, la prose... ajoute un peu une dimension. En fait, je pense que je l'aurais peint, ça aurait pas rendu le même effet que de le lire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors sans aucune, Tout à fait. Tout à fait. sans aucune approche psychanalytique, et là j'insiste là-dessus, hein. Ok. Est-ce que l'exil pour vous, dans ce récit, hein, Leïla Sahraoui, dans l'intimité d'une enfant du bled, l'exil
intérieur, encore une fois géographique, pour le citer pour la troisième et dernière fois, et constructeur ou déconstructeur. Parce que vous écrivez, c'est l'une de mes dernières questions avant d'en aborder d'autres, bien sûr avec d'autres invités ce soir dans Culture Club, vous écrivez « Le silence de l'appartement parisien me surprend presque, il est tiède, un peu trouble, comme si le monde réel avait attendu patiemment que je ressorte de mes galeries intérieures. Je referme doucement le carnet dans lequel je griffonne depuis des jours. La lumière grise filtre à travers les voilages fins. Dehors, un avion passe, puis un chien aboie, lointain. La ville continue. Je suis là, assise, sur ce canapé qui ne garde pas la mémoire des corps. Et pourtant, je me sens lourde d'images, d'odeurs, de voix. Je reviens de loin. Je reviens d'un musée sans mur, bâti dans les replis de ma mémoire. » Est-ce que j'ai le droit de dire déconstructeur alors que c'est ça qui en sort? Je pense pas. Ça a été formateur. Ça a été une aventure qui m'a permis un peu de me découvrir et de me retrouver et de retrouver tout l'amour que j'ai pour ma culture, mon éducation, ma famille, mon pays, etc. Je pense qu'honnêtement, je pense que j'ai jamais autant aimé l'Algérie que le moment où j'ai décidé de la quitter. Ce qui est logique, encore une fois, parce que forcément, hein, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc à partir du moment où on sort... Du moment où on le croit au départ. Au départ. Donc en partant, en fait, j'ai eu la réalisation que c'était incroyable ce qui m'arrivait, bien évidemment. C'est extrêmement constructeur, surtout que j'ai eu la chance de faire des études absolument magnifiques. Donc j'étais très contente d'y être. Mais déconstructeur aussi parce que forcément à coups de pied, l'exil il m'a eu à coups de pied. Mais d'un autre côté, est-ce que j'aurais pu faire la paix si j'avais pas été dans un monde en colère? Parce qu'en fait, moi, j'étais dans un environnement paisible à Alger et moi, j'étais en colère. Et à partir du moment où j'ai vu vraiment ce que c'était que la colère, la vraie, je me suis dit, ah non, finalement, j'ai pas trop de raison d'être aussi passionnée, émotive. Et donc oui, constructeur et déconstructeur, c'est la réponse. Donc une longue séance chez le psychanalyste à l'écriture de ce récit, je le rappelle encore une fois, de Naïla Sahraoui, dans l'intimité d'une enfant du bled. Dernière question, on suit le personnage, donc vous en l'occurrence. C'est souvent les yeux fermés que vous racontez, que vous vous laissez aller. C'est vrai. Et en fin de compte, on ouvre les yeux avec vous aux dernières pages. Oui. J'attends votre question. Justement, on revient donc à cette sérénité et en fin de compte, une voix apaisée. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai, alors c'est fou de dire ça parce que maintenant, en fait, vous l'avez dit et je me rends compte que la phrase « je ferme les yeux » est probablement la tournure de phrase qu'on retrouve le plus dans toute l'histoire. Je ferme beaucoup les yeux dans ce récit. C'est vrai. Mais je pense que c'est parce que forcément je ferme les yeux pour mieux voir un peu l'imagination. Vous ouvrez les yeux. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, j'ai réalisé, oui, après en fait tout ce périple, à la fin, quand j'ouvre les yeux une dernière fois, je me rends compte de ce qui importe vraiment. Et en fait, après, tout le reste n'a plus aucune importance. Et je pense que le personnage, et moi aussi, on a développé une sorte de nonchalance aux choses... Le jeu, c'est l'autre. Hein. Oui, exactement. Une sorte de nonchalance aux choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas importantes, qui prennent la tête. Parce qu'on vit aussi dans une vie très superficielle, on s'attarde sur beaucoup de petites choses, il y a beaucoup de choses qui nous embêtent. Alors qu'en fait, il y a très peu de choses qui ont vraiment de la valeur et de l'importance. Et donc, dans ce dernier chapitre, j'ai une réalisation, même en l'écrivant, de me dire, mais en fait, pourquoi t'as écrit... Vraiment, j'ai eu ce truc de pourquoi t'as écrit tout ça, et en fait, c'est en arrivant à la fin que je me suis dit, ouais, je me suis crêpé tout un chignon, alors que c'était si simple que ça. Voilà. Elle ouvre enfin les yeux dans ce récit, je le rappelle encore une fois, de Naïla Sahraoui, dans l'intimité d'une enfant du bled, en vente libre chez les bons libraires. Nous le disions au sommaire de l'émission, avant les mots, il y a les présences, celles qui veillent, celles qui portent, celles qui réparent tout en silence. L'écriture des silences, eh bien, ça n'est réellement pas notre politique sur le plateau de Culture Club. Chaque dimanche, autour de 22 h. Un grand merci d'être installé sur notre plateau, Naïla. Merci infiniment, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Vous parliez de poésie, vous parliez de ville. Et bien lui, justement, revendique son côté méditerranéen, ce poète errant, cet anticolonialiste, cet artiste, mais lui nous parle d'abord de son rapport au poète et à l'Algérie. Il s'agit de Abdelkrim Tazaroud, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau, toujours d'actualité. Georges Moustaki, je le rappelle, la fierté du Méditerranéen, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a réellement poussé à l'écriture de ce livre? C'est le fan, d'abord en premier lieu, de l'artiste, du poète, mais surtout comment dire, de ce métèque, même si à un moment donné, nous avons essayé de l'enfermer que dans une chanson. C'est vraiment le méconnaître, parce que les chansons, il en a eu et de très belles. Le métèque, bon, c'est parce que c'est fondateur, quoiqu'au départ, il y a Milor. Bien sûr. Mais avant Milor, il avait déjà enregistré Qui dit Milord dit des Piaf, la môme. Piaf. Bien Il sûr. avait déjà enregistré un 33 tours. La première fois qu'il a chanté et joué pour Piaf, il a chanté Les orteils au soleil. Et les orteils au soleil, ça renvoie au soleil de la Méditerranée, d'Alexandrie, là où il est né, là où il a ouvert les yeux. Et comme le personnage de Neyla, quand il est arrivé à Paris, quand il a vu ce changement de climat, etc. Et Le choc. Le choc, bien sûr, c'est un choc, c'est autre chose. C'est Tout à fait. vraiment un autre mode de vie. C'est froid, il n'y a aucune chaleur, on ne se partage rien, il y a de l'égoïsme, l'individualisme. Et lui, il a vu autre chose. À Alexandrie, il avait le soleil, il avait l'appel du musin, et il avait le café que les vieux sirotaient. Et tous ces éléments l'ont construit. Hein. Ouais. Et donc, tout ça, ce côté, parce qu'il revendique en plus, ce côté méditerranéen qu'il a revendiqué dans plusieurs chansons, et ce côté tiers-mondiste qu'il revendique dans une superbe chanson qui s'appelle Le tango de demain, Tout à fait. où il parle d'Amérique latine, d'Afrique et des pays qui ont trouvé un autre moyen de... C'est un chanteur engagé, c'est connu. Et son engagement lui a valu, par exemple, il a une de mes préférences chansons s'appelle Méditerranée, où il parle non seulement de la Grèce antique, de sa civilisation, mais il parle aussi des généraux qui ont, à un certain moment, noirci ce pays. Il parle aussi de l'Espagne de Franco. C'est pour ça que je vous parlais de cet anticolonialiste profondément humaniste. Et hein. il dit à un certain moment, vers la fin, il dit « Et liberté ne se dit plus en espagnol ». Ça lui a valu, bien sûr, du régime de Franco, une interdiction de chanter. Le chanteur, Moustaki récidive 3 ou 4 ans après avec une chanson encore plus féroce, où il parle où il vénère, parce qu'il vénère aussi le flamenco, où il dit Luthier, prépare de tes mains une guitare pour ce soir, nous chanterons le flamenco dans une Espagne sans franco, et à ce moment-là, c'est carrément une interdiction de fouler le sol espagnol. Et Kader Ferchiche, qui a préfacé votre ouvrage, Georges Moustaki, La fierté du Méditerranéen, il le disait, nous vous le présentions en début d'émission, j'ai toujours eu l'Algérie au cœur. Kader Ferchiche, quand il parle de Moustaki, dit, je le cite, Moustaki est un poète, un rêveur, comme presque tous les Méditerranéens, comme les Algériens, d'où leur affection sans borne pour Moustaki, qui, avec les paroles simples mais profondes, sait si bien rassembler sous sa verve communicative les Algériens les a fait rêver. Il nous invite à ne pas décrocher la lune, mais de marcher le cœur ouvert sur son firmament. Ce qui ouvre les portes de l'imagination est porteur d'horizons féconds, car si ce n'est pas l'aboutissement espéré, l'art poétique de Moustaki transporte dans un cocon onirique qui rend vivant l'Algérie libre face à son destin, en faisait l'expérience heureuse et reste un jalon de compréhension du pays jusqu'à nos jours. Il est venu chanter en Algérie en 57, je pense, une Algérie colonisée. Puis juste après, il a éprouvé ce besoin terrible d'y revenir et de chanter la liberté et les airs anticolonialistes. Hein. Oui, c'est vraiment un coup de cœur pour l'Algérie. D'autres amis m'ont témoigné. Il a signé la musique de film, un des premiers films algériens qui s'appelle donc Hors la loi de Taoufir Fares.
Et j'ai eu le témoignage de Tawfiq Fares et de Aziz Fares aussi. C'est un ouvrage également de témoignage. Vous avez questionné beaucoup d'auteurs, de journalistes. C'est-à-dire, pour moi, il ne s'agit pas de faire découvrir le Moustaki à une génération qui le connaît. Ça a étonné certains au début quand j'ai dit que je suis en train d'écrire Moustaki. Il s'agissait pour moi d'écrire ce qu'était l'Algérie durant les années 60 et 70 et même début des années 80, parce que nous n'étions pas uniquement la capitale des révolutionnaires, mais nous étions aussi une capitale culturelle avec le panafricain, avec tous les artistes engagés qui venaient et qui étaient vraiment à l'aise. C'est-à-dire, Moustaki, quand il venait chanter à la salle Atlas, il prenait son repas devant le restaurant du coin, qui était un modeste petit restaurant. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens, Claude Nougaro, la même chose. Et c'est cette Algérie-là que j'ai fait revivre inconsciemment. C'est incroyable. Inconsciemment, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Hein. Inconsciemment, vous le revendiquez, vous l'écrivez dans chacun de vos ouvrages. Cette Algérie des années 60 et 70, vous dites également dans ce livre-là, où avait chanté Nina Simone, où avait chanté Myriam Makeba, les Black Panthers, etc. On a eu le droit vraiment à des grands. Jusqu'à 88, il faut revivre 85, 80, le festival de la jeunesse à Riyad el-Feth, où on a eu. Ça, c'était en 85. Le fameux festival de la jeunesse sur l'esplanade de la musique africaine, des grands noms de la musique africaine, c'était pour moi unique. C'est vraiment unique. Mais vous lui déclarez votre amour à Georges Moustaki. Vous dites, il m'envoûte à chaque fois que je le revois sur scène en train de chanter, mes oreilles avec son flot de musique empreint de soleil et de parfum de la Méditerranée. Quand l'intention de rédiger un ouvrage sur mon idole Georges Moustaki commençait à être ébruitée, cela a questionné des amis et les personnes que j'ai consultées un peu plus tard pour avoir leur avis, histoire de m'encourager à maintenir le cap de la réalisation d'un ancien rêve. Et j'avoue que nombreux étaient ceux qui ont estimé pour le mieux que cela relève d'une lubie. Mais ce fut heureusement pas le cas. Un caprice d'un autre. Et vous savez, il y a également une forme de correspondance entre votre ouvrage, donc je le rappelle, Georges Moustaki, La fierté du Méditerranéen, et celui de notre premier invité, Dans l'intimité d'une enfant du Bled. Pour quelle raison? Parce qu'on revient également à votre enfance et à votre adolescence. Quand vous écrivez, ce fut pour moi un voyage, un retour vers mon adolescence, mon univers musical, mes soirées guitare, entourées de ce que j'aime, de mes premiers émois poétiques. Je ne peux aussi cacher ma satisfaction d'avoir fait aimer Georges Moustaki à bon nombre de mes proches, à ma femme, mes enfants, à mes petits-enfants, jusqu'à donner le prénom d'une de ces chansons à votre petite fille. Oui, c'est comme ça. Ouais, elle s'appelle Emma. Oh, tout à fait. Parce qu'il a une chanson qui s'appelle Emma, que j'ai adorée, qu'il a chantée en 2004 à la salle Ibn Khaldoun. C'est très jazzy. Tout à fait. Hein. Donc c'est formidable. Et quand vous parlez de lui, vous parlez aussi de cette révolution permanente. Une des chansons que les gens aiment beaucoup, qui s'appelle Sans la nommer, qui parle de la révolution permanente. Et pour revenir à mon ami Kader Ferchis, qui est aussi journaliste et auteur. Mais habité par l'histoire et la mémoire également. Par l'histoire, parce qu'il est né là-bas. Bon, il est algérien, mais il est né en France, et il a bien vécu cette période des années 70, où ce que veut dire le mot métèque, l'autre, celui qui doit partir. Il a bien vécu, il a vraiment vécu dans sa chair parce qu'il est venu faire son service militaire et il est resté, il a vécu, il a fini par vivre en Algérie. Il est malheureusement, il a échappé, heureusement il a échappé à un attentat terroriste, il était obligé de repartir en France, mais il a gardé ce lien avec l'Algérie. Et le lien qu'il y a, c'est-à-dire quand on commence à... Parce que vous savez, quand vous commencez un travail, vous trouvez après, quand vous commencez à chercher, vous trouvez, il y a des liens incroyables. Par exemple, entre Moustaki, Jamal Alem
Idir, Brahim Izi et tous les chanteurs à texte, il y a un lien avec John Baez, il y a un lien avec Bob Dylan, il y a avec Cat Stevens, parce que cette époque-là, cette période révolutionnaire dans le monde, c'était le monde au niveau du sang, des gens qui étaient des militants qui étaient contre la guerre au Vietnam, qui étaient contre les conflits, c'était la période de Love and the Peace. Tous ces gens-là ont démontré qu'on pouvait aussi combattre l'injustice, être du côté de la paix. L'ère de tous les combats. Oui, avec uniquement une guitare et une voix. Donc ça a simplifié les choses. C'est-à-dire les gens se sont dit, ah bon, si je peux m'offrir une guitare, si j'ai un bon texte, je cherche une petite mélodie, moi aussi je veux. Et ça a donné, les Djem El Alem, ça a donné Idir, Brahim Izri, et je cite tous ceux qui viennent avec une guitare. Et à qui vous avez tous consacré un ouvrage. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. C'est vraiment un don. Et moi j'admire ce monsieur qui parle d'une façon fabuleuse de toutes les histoires d'amour, dont une des plus belles, c'est Sarah. Quand on écoute Sarah, on a l'impression qu'il se dit, la femme qui est dans mon lit, elle est déjà trop vieille. Mais au fond, à la fin de la chanson, c'est une déclaration d'amour incroyable. Quand, il a été chanté par Rejani, beaucoup de chansons de Rejani. C'est deux registres différents. Rejani est un acteur, donc un véritable interprète, il a une voix incroyable. Ce qui est impressionnant donc, Rejani a son public, on peut aimer la chanson, par exemple, on peut aimer Votre fille à 20 ans, chantée par Rejani, et on adore la façon dont elle est interprétée par Moustaki, qui est comme un murmure, qui est comme une invitation à rentrer dans son monde, dans son imaginaire. Donc, et ce qui est fascinant chez lui, c'est ce rapport. Il a écrit de très belles chansons, son rapport à son aire géographique, son rapport au pays qu'il a vu naître, à la ville. Quand vous entendez par une chanson qui s'appelle Alexandrie, elle est sublime, elle est vraiment sublime. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il a la nostalgie d'Alexandrie, il a envie d'y aller, il a envie de rendre visite, il a envie de, comme elle le dit, ces senteurs, les fèves, il a envie de ce café, il a envie d'être à la place de ces vieux qui sirotent le café tout en fumant de la... Parce que vous pensez sérieusement qu'on vous a réunis par hasard. Oui. Franchement. Non, ça c'est l'intuition et l'intelligence de l'animateur. Bien sûr. Alors là si vous permettez, je m'adresse à la jeunesse, ceux qui nous écoutent ou nous regardent ce soir. Vous écrivez La Révolution permanente. Nous sommes au tout début des années 70 en Algérie. Les Algériens respirent l'air tonifiant des premières années d'indépendance avec des images qui ne cessent de défiler parce qu'ancrées dans leur mémoire. La guerre de libération nationale ravive des souvenirs d'une résistance, un mouvement libérateur qui a généré l'admiration du monde entier et surtout des peuples africains, asiatiques et latino-américains en lutte contre le colonialisme et l'impérialisme mondial. L'Algérie brille au firmament du ciel du concert des nations. L'exemple de sa lutte contre le colonialisme français a inspiré nombre de leaders de la lutte contre l'ordre mondial, l'ordre colonial, l'esclavagisme et toutes les autres formes de domination dans le monde. Le pays ne pouvait que devenir une terre d'accueil de tous les damnés de la terre dans les années 60. L'aéroport international d'Alger sera le témoin des premiers pas en terre libérée des mouvements de libération africains et sud-américains. Alger deviendra la Mecque des révolutions. Che Guevara, l'icône de la révolution mondiale, fera à partir de juillet 63
plusieurs séjours à Alger. Après son assassinat en Bolivie en août 67, un grand boulevard du front de mer du côté du quartier héroïque de la Basse-Casbah est baptisé de son nom. Idem pour une autre légende anticolonialiste, le Congolais Patrice Lumumba, qui s'est vu dédier une rue suite à sa liquidation au début de l'année 1961. Nelson Mandela, grand leader du Congrès national africain, avait fait son ancrage, son apprentissage militaire auprès de ses frères combattants algériens d'arriver en Algérie indépendante et s'exclamer avec une fierté non dissimulée: l'Algérie est mon pays. Et on se pose réellement la question aujourd'hui, que reste-t-il de tout ça dans l'esprit, dans les chansons, dans le parcours de Georges Moustaki? Il reste cette envie de ne jamais baisser les bras et de continuer à lutter. Vous dites que ces chansons sont plus actuelles que jamais aujourd'hui? Pardon? Ces chansons sont plus actuelles, ces textes sont plus actuels que jamais? Il faut savoir juste Avec toutes ces guerres qui se déroulent au Liban, en Palestine et en Iran. Ah oui, il en a fait une vingtaine facilement. Il faut juste savoir l'écouter. Et concernant des chanteurs à texte, il faut parfois imprimer les paroles et les lire. Parce que c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est là qu'on se rend compte de ce génie, de cette puissance qui est le mot quand il est bien placé. Vous êtes poète, vous savez que ça veut dire placer un mot. Et la force. Il y a ceux qui combattent avec des armes, et il y a ceux qui... Et c'est ceux qui combattent avec des mots. Et nos leaders de la révolution algérienne ont compris très tôt, enfin, ils ont compris dès le départ, que la bataille allait se gagner, pas sur le terrain, ne pouvait pas se mesurer réellement à celle qu'on appelait la quatrième puissance militaire aidée par l'OTAN, mais par des moyens, par la diplomatie, par l'information, par le cinéma, par la musique, parce que le fameux double 33 tours édité, enregistré en Tunisie, édité en ex-Yougoslavie, a montré au monde qu'on avait une culture, qu'on avait un vaste pays, qu'on avait une vingtaine ou une trentaine de rythmes algériens, qu'on avait une variété donc de styles, de notre identité, notre patrimoine lyrique, la richesse. L'équipe du FLN, je ne sais plus qui en a parlé, c'est vous. C'est moi, oui. L'équipe du FLN a fait ce que personne d'autre a fait pour connaître cette Chacun a combattu à sa façon. Oui, mais ils ont laissé une vie dorée. C'était des noms incroyables qui avaient leur place dans des grands clubs français qui ont quitté pour rejoindre. À l'appel du FLN, ils ont rejoint Tunis et constitué l'équipe du FLN. Donc, à vrai dire, parce que je veux juste rajouter que ça n'aurait, pour moi, n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas ce lien avec l'Algérie combattante, ce lien avec ces chanteurs à texte, ces chanteurs engagés, et qui ont influencé cette génération des années 70-80 dans la façon d'appréhender, dans la mission qu'on peut donner à une chanson, et en même temps dans tout le plaisir que... Et encore une fois, on pourrait vous écouter pendant des heures. Je le rappelle, Abdelkrim Tazarout, Georges Moustaki, la fierté du Méditerranéen. J'ai toujours eu l'Algérie au cœur, il le disait lors d'une interview. L'inclinaison, vous écrivez, de Moustaki envers l'Algérie, pays méditerranéen. Ses concerts à la salle Atlas, au Casif, et les deux derniers en 2004 à la salle Ibn Khaldoun, où vous l'avez rencontré, en témoigne une photo dans votre ouvrage. Ses passions et ses réflexions de la vie, nous le retrouvons dans l'un de ses rares entretiens accordés à la presse algérienne, au journal L'Expression, où il disait, je le cite, très sincèrement, on écouterait presque la voix de Georges Moustaki, il disait très sincèrement, maintenant que j'y pense, je me rends compte que le temps passe très vite. L'Algérie est un pays que j'ai toujours porté dans mon cœur. La première fois que je suis venu ici, c'était en 1958. À l'époque, c'était la guerre d'indépendance. Mais bien après, j'ai eu l'occasion de revenir et d'animer des concerts en 74, puis en 78 à la salle Atlas. Malheureusement, les circonstances et les événements
vraiment fait que j'ai tardé à revenir. Ne tardez pas d'aller demander cet Il a, ouvrage il à a votre fait aussi libraire. un tour. J'aimerais, parce que j'ai quand même essayé de choisir un morceau en quatrième de couverture Ouais. où ouais, qu'il est intéressant, ne serait-ce que de lire un petit passage Lequel vers la fin la fin de l'ouvrage? Quatrième de couverture. Quatrième de couverture. Vous dites Moustaki a semé le rêve et l'amour, Voilà. célébré l'amitié et la révolution permanente. Et il a répandu les saveurs et les parfums de la Méditerranée avec sa nonchalance légendaire, avec l'amour de l'autre comme un bon tiers-mondiste dont il revendique l'appartenance. À notre tour de semer ce précieux legs moustakien et de le préserver avec l'idée forte que l'art, la culture, la musique demeurent indispensables à un monde que l'on veut conjuguer avec le mot paix. Georges Moustaki est pour moi une leçon de vie et surtout un repère du vivre ensemble. C'est ensemble. De vivre ensemble. Du vivre ensemble. Et c'est ensemble qu'on feuillette bien sûr la culture algérienne dans toute sa diversité et parfois même dans sa complexité. Troisième invité ce soir, Khaled Mouaki, bonsoir. Vous étiez bien silencieux quant au discours des uns et des autres. Vous qui n'avez pas toujours été serein lorsque vous slamiez sur pratiquement toutes les ondes radio, sur le plateau télévision. Que reste-t-il du slam de l'époque? On a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais en 2013, c'était hier. Ben oui, déjà la naissance du groupe Slamika, c'était 2004 à peu près, on a commencé dans cette année. Et Juste après cette Algérie tourmentée de cette décennie noire. exactement. Et là, on était dans le besoin de connaître vraiment notre culture et la défendre. Donc du coup, chacun de nous, il a choisi vraiment sa trajectoire pour se battre avec le mot, Contre les tout, forces avec- obscurantistes. Voilà, mon choix c'était l'arabe dialectal qui est le derja. Après des recherches sur les grands tomes comme c'est énorme. Mais c'est ce qui a fait votre succès, c'est le fait de parler de la Dalja, le parler algérien, pour que les jeunes C'était comprennent l'objectif. et saisissent le sens de votre poésie. C'était l'objectif. Donc c'est Cher Melhoun en tous les cas. Ouais. C'est du Cher Melhoun. À part qu'on a essayé de le raviver avec de la musique, introduire d'autres instruments qui étaient un petit peu peut-être mythiques ou ordinaires, normal. D'où notre réussite, je pense. Tout à fait. Je ne sais pas si c'était. Et pourtant, cette carrière, si, entre parenthèses, vous me permettez les guillemets, c'est étiolé. Et pourquoi avoir quitté la scène et disparu pour vous consacrer justement à d'autres manières de vous exprimer, comme le cinéma, mais également le théâtre? C'était très dur, parce que déjà, non seulement de défendre cet art qui est le slam, c'était très nouveau déjà ici en Tout à fait, Algérie, oui. et donc c'est pas tout le monde qui a pu l'accepter. Donc il y a ceux qui disent l'élite, franchement, la culture, il n'y a pas d'élite. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et pourtant, vous avez lutté, vous avez donné des concerts on a sur donné des l'ensemble du concerts, territoire on a national. hein. oui, c'est clair. Tout à fait. même dans Énormément de l'international. succès. La presse vous a encensé dans les. Non, dans les- mais c'était formidable. Après, il y avait un autre tournant qui est la nouvelle scène. Qu'est-ce que vous appelez par cette nouvelle scène? Alors. On avait provoqué je sais combien de débats ici sur l'émergence d'une nouvelle scène Exactement. musicale au début C'est des très années important, 2000. Parce que, d'où la naissance des Friklin, des Babylone. Avec lesquels vous avez souvent collaboré aussi. Oui. Ouais. Donc, Jasma, voilà, Jazzma, et c'est ce beau monde-là, il nous a en quelque sorte détourné, mais dans le bon sens, bien sûr. Et les gens avaient besoin de la rythmique. On s'est dit pourquoi? Le slam, c'est rythmé. Pas forcément. Ce que je fais, Moi, c'est ce pas que du tout rythmé. j'ai souvenance du slam sétif, où il y avait beaucoup de gens qui le faisaient. Avec le frère. Oui. Et surtout d'un groupe de femmes de la région de Boufarik ou de Bougara, à une époque où c'était vraiment
audacieux et courageux. J'étais vraiment séduit et ça m'a ouvert les yeux sur ce genre musical que, Voilà, parce effectivement, que Il y avait l'époque, également ce mariage entre le rap et le slam à un moment donné. Ah oui, hein, oui. Dans les Oui, années, c'est dans en les années quelque 90. sorte, oui, bien voilà, sûr, c'est ça. c'est- Mais là, le- c'était pas le rap, c'était le slam. Le slam, oui. Le slam, dans le slam, il y a ceux qui disent que le slam, le mot, il est beaucoup plus fort. Tout à fait. Il est très agressif, mais d'une douceur incroyable, d'où sa force. C'est Le une main rap- de fer dans un gant de velours. Voilà, donc le rap, non, c'est grosse gueule. On dit ce qu'on a envie de dire, ça plaît pas. Mais le slam, il y a le sens de la communication. On connaît les rouages pour vraiment donner l'information et l'idée. Il y a également le titre, parce qu'il faudrait également donner la parole à Yasmine Madawi, un titre qui a réellement fait votre succès, c'est Ouchengoul. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que vous avez à rajouter aujourd'hui, quant aujourd'hui à ce parcours qui vous est propre, à ces revendications littéraires et poétiques? Que reste-t-il de ce slam des débuts des années 2000, Khaled Slamika? Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Ce n'est qu'une Il question est en veille, de hein. temps. Oui, ce n'est qu'une question de temps parce que après maintes réflexions, j'ai vu que maintenant, si je me retire de ce monde-là, bah, autant mourir. C'est notre monde. On vit que Non, mais vous qu'avec avez ça et de également ça. emprunté d'autres voies, le théâtre, Ça, le le théâtre, cinéma, le on parlait cinéma. Voilà. de Godot, on parlait de... Exact, de Soliloque, d'Antigone. Voilà, j'ai travaillé avec aussi Tribash, Agon Arbi Rahmou aussi. Il y a même le monologue de Biona Arbi Rahma que j'ai pu le réaliser avec Arbi Rahma. Elle n'a pas pu faire ici en Algérie, on l'a fait en France. Mais donc, quand je vois que ces gens-là nous ont quittés, Arbi Rahma, je me dis, ah quand même, j'ai vécu, Ouais. donc j'ai pu faire quelque chose. Mais tous ceux qui nous font le plaisir d'être sur notre plateau depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire en 2025, bon, on a fait de la télévision il y a un peu plus de 21 ans, cela ne nous rajeunit guère, mais vous êtes les auteurs de la trace, hein. Un peu également comme notre quatrième invité, Khaled Slamika, Yasmine Madawi, stylo et pinceau, je le rappelle, Si vous permettez juste, je voulais rajouter par rapport au très slam. rapidement. Il a raison de dire qu'il ne va pas mourir parce que pour moi, le slam, c'est un peu le griot, c'est un peu C'est le griot, c'est du beddah. griot, voilà. Le beddah Bien sûr. est- C'est la raison pour laquelle il a tenté une expérience Oui, au théâtre, c'est comme ça, le c'est ça, Gouel c'est de comme Aloula. le Gouel, voilà, Gouel, c'est Aloula, Gouel, c'est exactement. tout ça, C'est et ça. ça va rester, parce qu'en même temps c'est du melhoun, en même temps c'est très revendicatif, et ça nous le trouvons dans les anciens souks, dans là. Exactement. Alors, on parlait de résonance depuis le début de l'émission entre tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans une forme de ces veilleurs d'éclaircie, de ces agitateurs, encore une fois, jamais sereins. On parlait de l'ouvrage et du récit de Neila Sharawi dans l'intimité d'une enfant du bled, aux éditions de La Bruyère. Il y a également cette résonance entre son ouvrage et celui de Yasmine Madawi, stylo et pinceau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Yasmine Madawi. Pourquoi je parlais d'écho? Pourquoi je parlais de fil rouge? Il y a une forme de catharsis également dans votre poésie quand vous écrivez dans une salle sombre, loin de l'agitation du monde, s'égrènent lentement les secondes. Me voilà m'enivrant de souvenirs, seul, attablé, tentant de créer l'illusion de ta présence avec la fumée. J'aspire. Toute la tristesse des fonds abyssaux, des volutes traîtresses, s'échappent quelques sanglots, les grands yeux ouverts, le cœur lacéré par le chagrin, des larmes amères coulent, rien ne les retient. Il y a réellement cette catharsis, il y a également ce dialogue de l'intériorité et de l'intimité dans votre poésie. Au début, pour moi, c'est le verbe, parce que je suis poétesse. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le dessin, le mot et la musique, d'ailleurs? Oui, c'est Tout vrai qu'il y a de la ça, c'est de musicalité dans l'air. Voilà, tout ça, c'est de l'art. Quand vous écrivez un poème, vous faites chanter le mot. Et vous faites chanter le mot parce que vous avez vu quelque chose qui vous a inspiré. Un tableau, la nature, des belles choses ou des choses moins belles. Mais toutes, elles vous inspirent. Et vous sortez Témoin de votre temps.
Oui. Témoin de votre temps. Il y a également une chose très importante, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, vous êtes également porté, ou du moins votre poésie et tous vos ouvrages, je le rappelle encore une fois, sont portés par ces mythes fondateurs, ces croyances, ces fables d'antan, ces voix de femmes qui nous parviennent, Oui. qu'on retrouve dans votre poésie. Oui. Si je vous raconte la coccinelle et l'histoire de la coccinelle, qu'on dit que c'est une bête du bon Dieu, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'elle porte chance. Et pourquoi? J'ai fait un poème là-dessus, entre la coccinelle, le bourdon, et pourtant le bourdon, c'est quelque chose, c'est un animal qu'on dit grossier, mais c'est quelque chose de très, comment dirais-je, pas banal, mais qui est nécessaire, tandis que la coccinelle, eh ben, elle mange des pucerons. C'est une croqueuse de pucerons. Elle n'est pas si gentille que ça. Et pourtant, on dit que la coccinelle, eh ben, elle porte chance. Oui, c'est ça, Elle a l'avantage, voilà. Et quand vous étudiez, pourquoi on dit qu'elle porte chance? Parce que, eh ben, je vais vous raconter, je vous l'ai peut-être déjà dit à Monsieur Tazaout. On s'est dit des choses bien avant le début de l'émission. Oui, hein. c'est ça. Le téléspectateur n'est pas censé tout savoir. Donc, du coup, la coccinelle s'est posée sur le cou d'un condamné à mort Ouais. qui devait avoir la tête tranchée. Elle est venue, elle s'est posée et le bourreau ne pouvait pas couper la tête. Et il l'a poussée, la coccinelle. Elle est revenue une deuxième fois. Il l'a poussée et elle est revenue une troisième fois. Et du coup, le roi a décidé d'arrêter l'exécution. On revient aux imaginaires mémoriels. Vous C'est parliez ça. du bourdon et de la coccinelle et vous l'écrivez à la page 35. Oui. Le firmament étoilé, le firmament étoilé bordé de fleurs en grappe de flanelle, la lune argentée qui scintille de milliers d'étincelles sur le vert de l'herbe posée, la robe vive des immortels et les pattes velues du vilain bourdon dans le feuillage arc-en-ciel, pas bien loin des ailettes en fine dentelle de la belle coccinelle. Voilà. Ces femmes de votre enfance, ces grands-mères Alors, également. il faut dire que je suis hybride. Oui, Je tiens à le dire, je ne dis pas mixte, mais hybride. Ma mère est bretonne et mon père est kabyle. Donc, je suis hybride. Je peux marcher à l'électricité comme je peux marcher au gasoil. Du coup, je peux parler de Georges Moustaki, qui connaît bien l'Algérie, comme je peux parler d'Idir. Et je peux parler de Mouloud Feraoun. Tout cela, ils m'ont bercé. ils portent un peu votre imaginaire Oui, et votre tous, parcours. tous. Et Tamashahout Sigoujilen, vous connaissez? Bien sûr, et comment? Et Swahili, Tamashahout Sigoujilen, c'est l'histoire des Tafounes Sigoujilen. C'est l'histoire des orphelins qui ont été nourris par une vache. Et ça, en Kabylie, c'est une histoire que toutes les grand-mères nous racontaient. Oui, oui. Oui, des contes. Et j'ai été bercée par tous ces contes. Il y avait une dame, une tante qui nous racontait, et le soir, elle nous disait « Attention, je ne peux pas vous raconter en journée, sinon je ne pourrais pas avoir des enfants. » Il fallait... Voilà, il fallait attendre une certaine heure Et surtout le cet soir. imaginaire fécond. Oui. Vous avez gardé cet esprit Oui. de petit enfant. Oui. Et pourquoi je vous parlais de fil rouge entre tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir? Neila Sahraoui parlait également des éléments, elle dialoguait avec les éléments, mais vous aussi, vous l'écrivez à la page 43, les couleurs et lumières. Vous dites, le ponton qui mène à la maison éclusière se reflète dans l'eau qui coule dans le canal. Les arbres aux couleurs automnales viennent teinter le flot où se contemplent les étoiles. Tu taquines ainsi les couleurs et les lumières pour nous submerger d'émotions à chacune de tes toiles. Les éléments, les couleurs, la peinture, l'imaginaire. En fin de compte, vous n'avez jamais guéri de votre enfance. Non, mais n'empêche qu'avec elle, entre colère et passion, là, c'est tout à fait autre chose. c'est autre chose. Et là, celui-là, je le revendique. Là, vous parlez de stylo et pinceau, j'aime beaucoup.
Je parle de nature, mais avec elle, entre colère et passion, je parle de mon Algérie. Je le rappelle encore une fois, Yasmine Madaoui, stylo Merci. et pinceau. Merci d'avoir fait une halte sur notre Merci plateau. de m'avoir invité. C'est un plaisir, n'en doutez pas une seconde. Encore une fois, le livre nous a réunis, cet espace qui nous rassemble parce qu'il nous ressemble, chaque dimanche soir sur le plateau de Canal Algérien. Un grand merci à Naïla Sahraoui dans l'intimité d'une enfant du bled. C'est en vente libre, je vous le rappelle, et puis vous avez pensé par la même occasion à éditer ou du moins à le rééditer Oui, ici, exactement. en Algérie pour qu'il soit disponible. Inch'Allah. Par contre, l'ouvrage de notre deuxième invité, Abdelkrim Tazarout, est disponible encore une fois un petit peu partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça s'appelle Georges Moustaki et la fierté du Méditerranéen. J'ai toujours eu l'Algérie au cœur, je le rappelle encore une fois, ce poète errant est également sur notre plateau. Il s'agit de Khaled Slavika, qui sera certainement de retour à travers peut-être un nouvel album, Oui, Mouchengoul 2. Ah ouais. Qu'avez-vous encore une fois à nous dire? Et puis, deux ouvrages à mettre entre toutes les mains. Celui de Yasmine Madaoui, stylo et pinceau, mais également elle, entre colère et passion. Et cette passion de l'échange, du dialogue et des confrontations d'idées, nous en avons fait, comme vous le savez, notre cheval de bataille chaque dimanche soir du côté de Canal. Encore une fois, que la nuit vienne apaiser nos esprits. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le jeudi matin. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau, mesdames, messieurs. Merci. À la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures qui, avant qu'elles ne soient culturelles, sont avant tout humaines. Bonne soirée.